La promotion de l'égalité des hommes et des femmes dans le marché du travail met souvent l'accent sur certaines dimensions, comme l'accès à l'emploi ou la discrimination salariale. En 2017, un rapport de l'OIT révélait que le taux d'activité mondial des femmes était de 49% et inférieur de 27 points de pourcentage à celui des hommes. Longtemps considérée comme une zone résistante aux changements sociodémographiques, l'Afrique subsaharienne s'est quand même révélée comme étant une région favorable à l'évolution de la participation des femmes dans le marché du travail. Selon une étude, le Sénégal serait un des pays de l'Afrique de l'Ouest où l'on compterait le plus de femmes chefs d'entreprise. Dans cette émission, nous répondrons à plusieurs questions sur le sujet. Par exemple, comment les dimensions socio-culturelles peuvent conditionner l'évolution des femmes dans le marché du travail, mais aussi jusqu'à quel niveau les facteurs comme la compétence, le niveau d'éducation ou le besoin de main-d'œuvre peuvent réellement influencer le monde du travail. Mais encore, sommes-nous dans un environnement macroéconomique qui favorise l'entrée des femmes en entrepreneuriat? J'ai hâte de le découvrir avec nos deux experts tout de suite sur notre plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Aujourd'hui sur le plateau, nous parlons de femmes, de marché du travail et d'entrepreneuriat. J'ai le plaisir d'être avec le professeur Ibrahima Mbeng. Bonsoir professeur. Bonsoir Sophie, c'est un plaisir. Et Madame Emmanuelle Adjovi. Comment ça va Madame Adjovi? Ça va très bien, merci. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, pour les petites présentations, Madame Adjovi, vous êtes béninoise d'origine, vous vivez au Sénégal depuis plus d'une décennie maintenant, et vous êtes un chef d'entreprise au parcours assez complexe, comme on le dit. Vous aviez débuté par des études en pharmacie, c'est bien ça. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un cabinet de consultance en stratégie marketing. On vous a découvert surtout par le grand public à travers votre amour premier qui est la mode, quand vous avez lancé votre marque Emma Style en 2006. C'est bien ça? C'est bien résumé? Oui, très très bien. Énormément d'autres choses à dire, mais on va le dire au fur et à mesure. Alors, Monsieur professeur Ibrahima Mbeng, vous êtes diplômé en études approfondies en management et en sociologie. Vous êtes ancien professeur à l'École internationale de management. Et vous êtes auteur de plusieurs écrits comme Les rôles des valeurs culturelles dans l'entrepreneuriat, Productivité et sociabilité. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes aussi directeur général d'ANSUP, l'École supérieure de commerce et de gestion. Bien résumé. Alors c'est un plaisir de vous avoir tous les deux avec toute votre expérience, tout votre bagage professionnel pour parler du marché du travail au Sénégal, plus particulièrement lié aux femmes. On va commencer par vous, Madame Adjovi. Si vous pouviez nous résumer en quelques mots votre carrière professionnelle en mettant de l'avant les points qui vous ont le plus marqué. Waouh, c'est une grande question. Alors, je vais mettre la passion, je vais dire énormément de détermination. Et vu que le marché de l'emploi est relativement saturé, je vais dire, on s'est jeté dans l'entrepreneuriat. À la sortie d'études d'une école de commerce de la place, après la pharmacie. Et comme je le disais, c'est un vaste sujet que vous abordez là. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que je me dis, les femmes entrepreneurs, c'est des entrepreneurs plus. Je ne sais pas si Monsieur Ibrahima est d'accord avec moi. Parce que je pense que dans ce domaine, il faut faire beaucoup plus. Déjà parce qu'on est né chef d'entreprise, même la jeune fille à la maison, elle est gestionnaire, elle doit gérer la maison, gérer ses frères, mais on ne s'en rend pas réellement compte. Ouais. Et quand vous rentrez dans le monde de l'emploi, vous devez gérer la gestionnaire de maison qui est en vous, plus votre vie professionnelle. Et pour réussir à s'en sortir, moi particulièrement, je vais dire, il m'a fallu beaucoup de passion. Je me suis lancée dans la vie active, j'ai fait différents métiers comme la délégation médicale, j'ai commencé comme consultant stratégique junior, mais on m'a connue, comme vous le dites, sous une maison de mode Emma Style.
alors que je n'avais pas de prédisposition pour faire la mode. C'est surtout la passion de se vêtir en quelque chose qui marque l'africanité. Et une fois que vous êtes jeté, vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a comme chantier, comme challenge, parce que les écoles de commerce vous apprennent comment faire, mais pas comment l'appliquer. Tout à fait. L'application vient avec la pratique, plus qu'avec la théorie, vous direz? Absolument. D'accord. Avec la pratique, il faut énormément de passion. Aujourd'hui, moi, je me définirais comme une serial entrepreneur, parce que quand vous construisez un business qui ne commence pas à marcher, vous essayez de créer des emplois en déléguant aussi, en renforçant vos équipes, et vous avez envie de créer autre chose. D'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait que vous abordiez la saturation du milieu de l'emploi qui vous a poussé un peu vers l'entrepreneuriat. Absolument. Ouais, on va revenir sur ça un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a une certaine saturation. Mais encore, professeur Mbeng, je vais vous parler d'un projet qui a été créé par le G20 qui s'était engagé il y a quelques années à réaliser l'objectif 25 d'ici 25. Alors cet objectif consistait à réduire l'écart des taux d'activité entre les hommes et les femmes de 25% d'ici 2025. C'est un beau projet parce qu'on sait qu'à la base, il y a encore un écart entre le taux d'activité des hommes et des femmes sur le marché du travail. Parlons de cet écart. Est-ce que vous pensez qu'il y a des prédispositions et des causes sociologiques, culturelles, ici dans notre pays au Sénégal, qui expliquent l'écart et qui devraient être prises en compte pour la bonne application de cet objectif? La réduction du taux. D'abord, il faut revenir sur ce taux, les 25%. Je pense que les critères qui ont été mis en œuvre, n'est-ce pas, mis en valeur, c'est des critères plus ou moins occidentaux. Ce qui explique un peu cet écart, parce qu'en réalité, le taux d'activité est beaucoup plus élevé que ça, et je pense que Mme Attiévé l'a rappelé. Les femmes africaines, de façon générale, elles sont dans des activités économiques à hauteur de 63%. C'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas 25%, parce qu'elles sont dans l'agriculture, elles ont leur lopin de terre quelque part, peut-être le mari a un grand champ, mais les femmes ont leur petit lopin de terre autour de la maison. Elles sont dans le petit commerce, elles sont aussi dans l'artisanat et surtout dans le secteur informel. Ces activités ne sont pas valorisées, ne sont pas traduites en activités marchandes, commerciales. C'est pourquoi, effectivement, on peut se tromper sur ce taux, mais les femmes africaines, de façon générale, participent effectivement à l'effort économique, au tissu économique. Mais c'est seulement la perspective, la définition même de l'activité économique qui peut poser problème. Maintenant, quels sont les freins? Le premier frein, d'abord, c'est la revalorisation de ce travail-là. Il faut que ce travail soit valorisé, revalorisé et vu dans la perspective économique. Je pense que ça c'est très important parce que une femme qui est dans le petit commerce, qui a des revenus pour gérer sa famille, qui est dans l'artisanat, qui est dans les petits champs, je pense, etc. Elles sont dans les activités économiques, elles produisent, n'est-ce pas? Elles produisent, elles ont des revenus, mais malheureusement, c'est des revenus qui sont domestiques, qui restent un peu dans le foyer. Ça, je pense que ça, c'est très important. Le deuxième frein, et qui est le frein le plus important, c'est le statut social. Le statut social de la femme, parce que elle l'a dit dans son introduction, elle doit travailler 2 fois plus, parce qu'il y a des pesanteurs sociales qui sont objectives. D'abord, les femmes n'ont pas d'autonomie de décision. Elles n'ont pas d'autonomie de décision, elles dépendent souvent du mari, quelquefois même le revenu appartient et au mari et à toute la famille, donc elles n'ont pas la possibilité de s'investir, etc. Je pense que ça c'est un frein qui est... Un autre frein qui est presque naturel, c'est un peu la maternité, donc qui est un frein naturel. Et ici, malheureusement, en Afrique, le taux, malheureusement ou heureusement, heureusement, oui, la maternité est un peu... Le taux de maternité chez les femmes africaines est assez élevé et à chaque fois c'est quelques
à 2 ans d'indisponibilité pour gérer. Et puis d'autant plus que elles sont chargées de tout ce qui est travaux domestiques. Donc statutairement, c'est la femme africaine qui se charge, n'est-ce pas, de tous les travaux domestiques. Et ça prend énormément, n'est-ce pas, de temps, d'énergie, etc. Et ça va à l'encontre, effectivement, des activités de production, d'entrepreneuriat, de travail, etc. Donc les femmes sont déjà socialement chargées. Elles sont chargées de l'éducation des enfants, elles sont chargées de toute la maternité, etc. Et il y a aussi un autre frein qui est très très important, parce que si elle n'avait pas fait ses études assez approfondies avec sa détermination, peut-être qu'aujourd'hui elle ne serait pas chef d'entreprise. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Les femmes, en tout cas en Afrique et au Sénégal en particulier, ont des niveaux d'éducation et de formation sur un niveau très bas. Elles n'ont pas toutes les compétences, elles ne se posent pas toutes les questions qu'elles se posaient à un moment donné. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois baisser les bras, etc. Donc le niveau de compétences et de qualification en Afrique et chez les femmes particulièrement est très bas. Et ça, c'est dès l'école primaire. À un moment donné, on les sort des écoles, n'est-ce pas, pour les destiner, n'est-ce pas, à avoir un mari, à gérer le foyer, etc. Et c'est des pesanteurs. Donc le niveau de qualification des femmes est un niveau très bas. Or, l'entrepreneuriat, le travail demande des compétences très pointues, très élevées. Mais par contre, par rapport à ça, j'aimerais revenir sur le fait, quand vous dites que le niveau de compétences des femmes africaines est bas, moi j'aimerais juste qu'on mette ça un peu en perspective, parce que au contraire, on dit souvent que quand on regarde les études récentes, on voit que depuis le bas âge, les jeunes filles travaillent mieux que les jeunes garçons à l'école. Les jeunes filles sont plus attentives, les jeunes filles, parce que souvent les garçons sont très distraits par d'autres activités, etc. Mais les filles, en tout cas au bas âge, sont toujours très assidues, travaillent mieux, ramènent de meilleurs résultats. Donc, est-ce que c'est un problème de compétences et de qualification plus qu'un problème social où, comme vous dites, malgré leurs compétences qui sont là, elles sont plutôt dirigées vers d'autres avenues, comme par exemple plus le travail domestique, plus le fait que tu dois aller chercher un mari, etc. Le problème est plus social qu'un problème de compétences, non? En fait, quand on parle de compétences, c'est toutes les capacités qu'on a acquises, pas, en étant en entreprise, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est la pratique, le savoir-faire. Mais en termes de potentiel, effectivement, quelquefois, ils ont un potentiel supérieur, un savoir-faire supérieur. Mais socialement, elles sont retirées très vite de l'école, mais même si elles arrivent à un niveau de scolarité, mais ça ne suffit pas pour donner de la compétence. La compétence, c'est quelque chose de beaucoup plus relevé encore, vous l'avez dit, c'est des expériences en entreprise, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup de savoir-faire. En tout cas, elles ont les mêmes dispositions, quelquefois des dispositions supérieures. Comme vous l'avez dit, vous l'avez signalé, à l'école, elles reviennent avec souvent de meilleures notes, de meilleures prédispositions. Malheureusement, à l'âge de 23 ans, 25 ans, voilà, elles sont happées par toutes ces pesanteurs sociales qui leur exigent de se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc, très vite, elles n'atteignent pas le bout du cycle. Elles ne vont pas jusqu'au bout de l'aventure pour effectivement se protéger. C'est intéressant de faire cette distinction entre justement les restrictions sociales et le potentiel qui des fois n'est pas poussé jusqu'au bout. C'est à cause de toutes ces pesanteurs sociales, parce qu'une fille, statutairement, dans nos sociétés, pour qu'elle soit valorisée, il faut qu'elle soit bien mariée. Oui. Et qu'elle soit, c'est des réalités sociales. Voilà, c'est des réalités sociales. C'est le premier statut, le premier critère quand on regarde une jeune femme, au-delà de sa beauté et des aspects physiques, c'est est-ce que, elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, etc. Voilà, est-ce qu'elle fera une bonne épouse? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Madame Adjovi, cette vision? Je suis absolument d'accord avec lui. Et pour la petite anecdote, Sophia, c'est que quand les gens me voient bouger, aller, venir, je ne sais pas pourquoi, la plupart sont convaincus que je ne suis pas mariée. Tout à fait. Alors que je suis bel et bien mariée avec 2 grands-enfants depuis une vingtaine d'années. Pour vous dire comment il y a ce petit plafond de verre qui veut cantonner la femme dans « sois belle et tais-toi ». Ouais. Aujourd'hui, je pense que les jeunes filles manquent de rôle modèle. Les success stories ne sont pas encouragées en Afrique et en Afrique francophone. Aujourd'hui, les femmes qui réussissent, qui se battent,
les gens ne voient que le côté immergé de l'iceberg. Et ce qui est extraordinaire, comme il le disait, les filles, elles sont endurantes, elles sont battantes. Ça veut dire que le potentiel est là. Mais personne ne leur a dit c'est comme ça qu'il faut faire. En général, quand vous voyez les dames qui ont été éduquées par leur père et un père qui a été éduqué par sa mère, donc il y a eu un certain coaching, c'est des warriors, c'est des guerrières. Elles lâchent rien, elles n'acceptent pas certaines choses. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin, personnellement, et avec mes équipes, nous pensons que c'est le futur de l'Afrique. Nous pensons, parce que ça va se jouer au féminin. Messieurs, nous vous aimons absolument. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Mais nous savons aussi que notre rôle à vos côtés est très important. Et il faudrait qu'on puisse expliquer aux jeunes filles que vous pouvez être très jolie, Sophie elle est bien présentée, ça ne vous empêche pas d'avoir un boulot. Et dans ce boulot, de vouloir performer. Ne pas se décourager la première fois qu'on tombe, parce que sinon on ne créera rien. Aujourd'hui, on a des échecs, on se relève. Les écoles nous donnent l'outil. Et je pense que ce que M. Ibrahima voulait dire, ce n'est pas le potentiel qui manque, mais c'est la combativité, cette rage. Et maintenant, au-delà de cette rage, continuez d'apprendre. Parce que moi, je continue de prendre des cours, parce que sinon, vous êtes vite dépassé. Et donner des cours, quelque part, c'est aussi apprendre. Parce qu'à force de répéter aux étudiants que dans la création d'entreprise, il faut faire ci, il faut faire ça, je l'intègre aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Mais moi, je pense qu'un des freins qui justifie ce taux, c'est un peu, ça rejoint le deuxième point de M. Ibrahima, c'est le plafond social. Ouais. J'ai eu des collaboratrices qui étaient extraordinaires, vous les coachez pendant 4 ans. Elle a un CDI, ce que la plupart des employés recherchent souvent. Et parce qu'elle s'est mariée, elle a eu un enfant, elle n'a personne pour garder l'enfant. Son mari lui dit, tu laisses tomber le boulot, elle démissionne. Je ne juge pas, mais je me dis, c'est extraordinaire parce qu'il y a une frustration quelque part. Tout à fait, c'est dommage. Et quand la jeune dame vous dit, mais madame, j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec ma soeur, elle m'a dit, non, écoute ton mari. Ok, écoute ton mari, mais comment on peut trouver une solution ensemble? Et ça, vous l'avez. Il y a les collaborations en entreprise, pour celles qui sont en entreprise. Il y a des non-dits. Aujourd'hui, au Sénégal, on est dans une société du masla. Quelqu'un vous fuse, vous ne le dites pas, vous encaissez et après vous partez. Ouais. Et tout ça, ça bloque. Les hommes, à la limite, quand on rentre tous du boulot, monsieur va regarder le jour. Oui, mais chérie, on mange quoi? Alors, quand vous rentrez, vous êtes fatigué. Mais vous devez faire face à ça, même si on a des nounous ou des cuisinières. Et tout ça décourage les femmes. Elles se disent, bon, si le monsieur il peut me nourrir, je vais éduquer mes enfants, et puis voilà, à quoi bon? Ouais, ouais. Ils ne sont pas partagés. Oui. Les raisons, mais il y a un autre facteur, peut-être, qui est sous-entendu aussi. En fait, quand une femme progresse même au niveau de l'entreprise, souvent, elle est mal vue. Oui. Elle est très, très mal vue. Elle représente un danger, elle représente... Non, c'est-à-dire, on se dit peut-être qu'elle a une relation particulière avec voilà, les responsables de sa promotion. Et ça, c'est assez... C'est des clichés. C'est tellement vrai. Moi, je me rappelle que j'ai démissionné d'un job pour lancer mes sociétés. Parce que vous savez, il faut... Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a certaines études qui disent qu'on est entrepreneur. Je pense qu'il y a un petit gène, mais on peut le devenir aussi. Les gens qui sont perfectionnistes et qui sont battants et qui en veulent. Parfois, vous pouvez être en entreprise et vous êtes forgé à exceller. Ouais. Mais vos collègues vont penser qu'en fait, vous êtes en train de faire du lèche-botte ou le patron vous donne quelque chose derrière. Ouais. Alors que c'est peut-être juste vos repères. Et cette personne, ne pouvant pas diminuer ce qu'elle fait, soit elle laisse tout tomber, elle s'en va, soit elle va créer sa société. Tout à fait. Moi, personnellement, ça a été mon cas parce que j'ai des minutes à la seconde. J'ai des idées, je vais dire, à la seconde. Ouais. Et à force d'avoir tout le temps des idées, en disant, ouais, et si on faisait ça, et si on rentre ceci, et si on sort là, quelque part, vous dérangez. Ouais. On va se dire, parce qu'il y a un moule, et tout le monde doit être dans le moule.
Et c'est pour ça que je parle de danger, elle représente un danger à cause de ses idées, à cause de sa détermination. C'est véridique, c'est véridique. Ben, on va revenir de toute façon sur votre parcours entrepreneurial parce que vous avez beaucoup de choses à nous révéler dessus. Avant ça, je pense qu'on a dit beaucoup de choses qui prouvent que l'évolution et la présence des femmes dans le marché du travail, d'une manière générale, c'est une réalité. Et c'est quelque chose qui a évolué à travers le temps. Et qui est bien en place aujourd'hui. Par contre, j'aimerais qu'on revienne sur certains éléments, comme les discriminations salariales. Vous avez parlé tout à l'heure de plafond social, mais il y a aussi ces plafonds de verre qui empêchent, par exemple, une femme qui aurait le même poste qu'un homme à gagner pareil. Surtout dans nos sociétés. Souvent, elles gagnent moins, et même aux États-Unis, on dit qu'une femme... pour le même poste qu'un homme, quand l'homme gagne $1, la femme gagnera 75 cents. Et donc, il y a cette inégalité salariale, il y a cette discrimination salariale, il y a aussi le problème d'accès aux postes, aux hauts postes, par exemple, qui des fois sont souvent discutés par rapport aux congés aussi de maternité, le fait que les femmes doivent prendre des congés de maternité, etc. Comment vous voyez ça, vous, et comment est-ce qu'on peut venir à bout de ce genre d'inégalité une fois que les femmes sont intégrées dans le marché du travail? En fait, je pense qu'au niveau des salaires, on en voit de moins en moins. Vous savez, moi, personnellement, je n'ai pas été confrontée à ça. Je pense qu'il y a un complexe qui est réel, qui est là. La femme se dit oui, comme je suis une femme. Il est vrai que je dis qu'on fait 2 fois plus, mais en général, c'est 2 fois plus quand on cumule nos charges par ailleurs. Vous voyez, l'accès à certains postes, c'est en fonction de la disponibilité. Sophia, vous savez, quand vous donnez un certain poste de responsable à un homme et qu'il doit descendre tard, ça ne lui pose pas vraiment de problème. Quand vous donnez à une femme, elle va se dire, mon mari va rentrer à 19 h, il faut que je sois à la maison avant. C'est ça. Donc, il y a certaines conditions, alors que le salaire et le job vont avec ça. C'est la contrepartie. Ouais. Ce qui remonte quelque part il faut déjà être dans un bon couple. Personnellement, j'ai eu énormément de chance parce que je n'ai pas eu ce problème dans ma vie privée. Et c'est peut-être pour ça que les gens pensaient que j'étais célibataire. Parce que moi, on m'envoie en mission, je prends l'avion le matin, je reviens. Mais c'est une question de discussion au couple. Et que votre partenaire sente que ces 2 salaires valent mieux qu'un. Oui. Si vous gagnez 10 millions et que vous gardez ça uniquement pour vous et que vous n'êtes jamais là, il va se dire, mais elle m'apporte quoi? Mais si vous gagnez 10 millions et que n'est-ce pas, monsieur Ibrahima? Oui, je confirme. Si on investit, nous deux, dans le foyer et que je dis, chérie, je dois aller en mission, il m'a dit, mais bébé, vas-y vite. Et ramène-nous ce qu'il faut. Tout à fait. Ok. Bon, elle a raison par rapport au foyer, mais il faut comprendre qu'objectivement, l'entreprise souffre aussi de cela. Parce que, comme elle a dit, si elle doit rentrer plus tôt, alors qu'il y a des tâches qui sont là, objectives à faire au niveau de l'entreprise en souffre. Si la femme doit être indisponible pendant au moins 1 an, parce que c'est quelques jours ou quelques semaines avant le terme de sa grossesse, quelques semaines, voire quelques mois après sa grossesse, voilà, c'est un handicap pour l'entreprise, objectivement. Donc, parce que moi aussi, je suis concerné, je suis chef d'entreprise. Donc, voilà. Vous employez femme, vous m'envoyez la liste de quand vous tombez enceinte, s'il vous plaît? Oui, justement. Donc, effectivement, on préfère, et ça, c'est en termes de, objectivement, par rapport au temps de la femme en entreprise, mais surtout psychologiquement. Quand une femme est perturbée en couple, ça se ressent au niveau de... Et pas l'homme? Quand il est perturbé en couple, ça ne se ressent pas ou ça se ressent moins? Ça se sent moins, parce que la femme est plus fragile et elle est beaucoup plus attachée à ses responsabilités, famille, etc. Donc objectivement, voilà, que ça soit aux États-Unis, partout ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes ont des prédispositions, des compétences, des qualités qui sont complémentaires à celles de l'homme. Il faut savoir les utiliser et surtout il faut savoir dépasser très vite les responsabilités qui vous attachent, qui vous obligent à être présente en entreprise. C'est ça qu'il faut faire. Le travail a beaucoup évolué et les outils ont beaucoup aidé à rendre la présence moins nécessaire, etc. Et les femmes aussi ont des qualités que les hommes n'ont pas.
des flairs, le sens de l'esthétique, le sens de l'organisation, etc. Donc, essayer de jouer sur ces complémentarités, essayer de jouer sur ses qualités et ses compétences spécifiques, peut effectivement, tout cela pourra permettre à la femme, effectivement, d'être mieux intégrée en entreprise et de jouer sa partition. Mais si on essaie de jouer sur l'égalité homme-femme par rapport à tous les postes, par rapport à toutes les compétences, par rapport à toutes les qualifications, là je pense qu'on va droit au mur. Parce qu'objectivement, et ça je le vis objectivement, n'est-ce pas, quelquefois la femme, surtout au niveau de l'Afrique, est handicapée. Parce qu'il faut qu'elle trouve au niveau de son travail. Oui, elle est handicapée objectivement. Et c'est pas pour faire dans la démagogie. Non, bien sûr. Objectivement, elle est handicapée. Parce qu'une femme a besoin d'avoir des enfants. Donc en fait, si je devais résumer à peu près votre analyse, qui est très objective, c'est plus les barrières sociétales, nos réalités sociétales qui handicapent les femmes dans leur carrière. Ce qui est une réalité, il faut le dire, parce que domestiquement parlant et familialement parlant, elles ont plus de responsabilités, ce qui souvent les empêche de s'épanouir dans leur carrière à cause de ces contraintes. C'est bien ça? Un aspect lié à la culture, pas seulement sociétale, par rapport culturel. Par exemple, elle a dit quand elle revient à 20h au travail, quand elle a une promotion, peut-être même au niveau de la relation avec son mari, ça peut poser problème parce que son mari peut dire est-ce qu'elle n'a pas de relation particulière avec le chef d'entreprise? Est-ce que tout ce temps-là, elle a passé... Que les hommes sont très jaloux. Voilà, justement. Donc, elle est tellement perturbée qu'elle préfère abandonner, n'est-ce pas, disons, rendre son mari beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas, plutôt que... Donc, il y a aussi des pesanteurs qui sont culturels, liés un peu à cette mentalité, cette façon de faire. La fille est vue comme étant fragile, voilà, qu'on peut endoctriner, détourner à tout moment. Donc là aussi, ça pose problème, c'est pas le statut de la femme, comment elle est vue, comment elle est représentée dans notre société. Donc, je pense que ça, c'est aussi notre frein très objectif. Mais en tout cas, par rapport à l'entrepreneuriat, si on veut aider les femmes à être en entreprise, il faut aussi réfléchir sur les métiers à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, objectivement, je vous dis, les femmes m'apportent beaucoup plus que les hommes dans mon entreprise, en dehors des expériences. Et pourquoi vous pensez? Pourquoi? Je ne le pense pas, je le vois. Oui, non, mais je veux dire, vous pensez que c'est dû à quoi, en fait, si je dois reformuler la question? D'abord, elles sont beaucoup plus sérieuses. Voilà, elles sont le rapport avec l'argent est beaucoup plus sain. Le rapport de la femme avec l'argent est beaucoup plus sain. Voilà, elles ont moins d'ambition personnelle et qui peuvent être en conflit avec l'entreprise. La vision d'entreprise. Voilà, parce que souvent les hommes ont des ambitions débridées et souvent contre le bon fonctionnement de l'entreprise. Elles sont beaucoup plus soumises, c'est-à-dire elles partagent plus rapidement la vision de l'entreprise que les hommes. Elles comprennent plus facilement, n'est-ce pas, elles épousent plus rapidement la vision du chef d'entreprise, de l'entreprise, que les hommes. Je pense que ça c'est très, très, très important. Mais aussi, elles ont d'autres atouts. Elles ont beaucoup plus de sens de l'esthétique, de ce qui est beau, de ce qui est rangé, de ce qui est ordonné. C'est peut-être notre attention aux détails, voilà, aux détails, etc. Elles connaissent mieux les clients, les hommes, les acteurs que les hommes. Et ça, c'est très important parce que l'entreprise, c'est un relationnel, c'est une relation avec les clients, etc. Donc là, elles ont beaucoup plus de flair, n'est-ce pas, et elles comprennent plus vite, etc. Et puis, elles donnent confiance aussi aux clients. Quand le client est en face d'une femme, le client est plus rassuré, n'est-ce pas, développe moins d'arguments hostiles que quand il est en face d'un homme. Parce qu'il joue les charmeurs. Oui, il joue les charmeurs, etc. Donc les femmes ont des capacités, du potentiel au niveau de l'entreprise. Ça, c'est indéniable. Moi, je préfère. Malheureusement, pour qu'elle arrive à ce niveau, n'est-ce pas, de l'entreprise, il faut qu'elle se passe, qu'elle dépasse en tout cas les étapes de la maternité, des absences, En fait, vous savez, pour les jeunes filles que je coach, je leur dis quand elles sortent d'école et qu'elles commencent leur vie professionnelle, elles n'ont pas encore commencé réellement leur vie professionnelle.
Dans la vie, tout est question de stratégie. Vous voulez avoir des enfants, vous programmez comment faire vos enfants, les faire. Et quand vous avez fini de faire vos enfants, maintenant vous vous attaquez à votre vie professionnelle. Ça vous donne le temps de vous occuper de vous, de perdre du poids, d'avoir une âme. Et dès que vous avez des enfants et que vous travaillez pour ça, vous avez encore plus de motifs de gagner de l'argent. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez une dame dont la fille va avoir le bac et doit aller à l'université, c'est pas la même chose qu'une qui est enceinte. L'autre, elle se dit, je dois payer tel montant, il faut que je travaille plus, il faut que je gagne plus. Même quand vous voyez une femme en entreprise dont les enfants sont adolescents, en fait, c'est le manque de stratégie à la base. Parce qu'il faut avoir une stratégie en tout, que ce soit dans la vie privée, dans la vie... Vous voulez vous marier, vous mettez une stratégie en place. Vous voulez avoir un job, vous mettez une stratégie en place. Vous voulez avoir une vraie carrière professionnelle, vous savez que tomber enceinte, ça va vous pénaliser. Finissez vos enfants et attaquez maintenant le marché. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous êtes coach de vie aussi? Ça Non, se sent dans... coach en développement personnel. En développement personnel, oui. Ça s'entend un peu dans votre développement. On va rester dans le sujet de l'entrepreneuriat. Madame Adjovi, selon le média ActuSen, il affirmait en 2017 que 36,8% des femmes au Sénégal développaient leurs propres affaires depuis 2017. Et que ce pourcentage concerne surtout la tranche d'âge de 45 à 54 ans. Donc c'est comme si à partir de cet âge, les femmes se créent une nouvelle vie, entre guillemets. Se libèrent. C'est ça. Et je trouve ça très très passionnant de voir ça, de voir ce renouveau chez les femmes de la quarantaine jusqu'à la cinquantaine. C'est extraordinaire. Et j'aimerais vous demander de nous détailler peut-être votre expérience entrepreneuriale. Comment ça s'est passé? Alors, je vais faire mieux. Vous savez, ce pourcentage que vous avez donné, aujourd'hui, il est démontré que l'Afrique est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que c'est aussi le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs, mais dans des PME et des micro-entreprises. Parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat pour des raisons de survie. Vous allez voir une dame, comme il le disait, qui a sa table d'arachides, qui vend ses arachides, mais qui nourrit sa famille avec. Donc, elle ne cherche pas à dépasser ce gap. Donc, elle ne va pas se dire, je vais ouvrir une usine, Non, c'est bon. C'est vraiment de l'entrepreneuriat de survie. Donc, l'Afrique est vraiment un vivier et un gros potentiel. C'est pour ça qu'on se dit que toute l'énergie que nous fournissons dans le continent des autres, si nous le mettions dans le continent africain, et que les hommes acceptaient de tendre la main aux femmes, ou que les femmes tiraient la main des hommes par force, on irait très très loin. Alors, pour les femmes dans la quarantaine, c'est simple, Sophia. Quand vous êtes adolescente, vous croyez toujours au prince charmant, il va venir sur son blanc destrier, il va vous faire rêver, il va vous faire voyager. La faute à Cendrillon et compagnie. Et compagnie. Alors, vous faites vos études. Pendant que vous faites les études, papa, maman, finance. Vous trouvez le premier job, vous êtes super contente. Ça commence avec les premières déceptions amoureuses. Vous vous rendez compte que finalement, c'est pas aussi beau que ça. Et puis, le monsieur qui vous donne des sous pour vous faire des cadeaux, quand il vous donne 10 000, il vous demande pour 100 000 d'énergie en je sais pas quoi. Et puis, à un moment, vous avez 35 ans, vous vous dites, mais moi, ça veut dire que j'avance, je vais bientôt, ma vie va finir. Et aussi, la quarantaine, puisque je suis bien dedans même, vous êtes épanoui, vous vous dites aujourd'hui je vais faire ce qui me plaît et vous avez un bagage d'expérience, vous avez des copines qui partagent avec vous, vous vous dites ça passe ou ça casse et elles se lancent. Elles se lancent parce qu'elles ont besoin de l'autonomisation financière, elles ont envie de s'offrir des belles choses et elles n'ont pas envie de se faire insulter ou se faire tabasser par un homme parce qu'elle a pris l'argent pour aller acheter un sac Dior ou je sais pas, ou une autre marque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que, et c'est l'âge de la maturité chez les femmes. Oui. Quand elles s'y mettent avec tout le bagage qu'elles ont ramassé depuis la vingtaine d'années. Alors, elles vont avec toute cette détermination et cette rage de gagner. Vous voyez, elles ont le challenge, elles ont un certain background. C'est peut-être ça qui explique que beaucoup de... Et vous savez, quand vous avez commencé par travailler dans un boulot que vous aimez moins, vous avez fini de faire vos enfants, surtout si vous les avez eu tôt, ils ont grandi, vous dites maintenant je vais essayer de vivre pour moi et faire ma passion. Donc du coup, ces femmes, je pense que ça fait partie des raisons qui justifient qu'elles soient beaucoup plus dans cette tranche d'âge. C'est l'occasion d'avoir toute une nouvelle vie pour soi en tout cas. Absolument. C'est passionnant. Est-ce que vous pensez, professeur Ibrahima,
que justement en Afrique actuellement, d'une vision plus sociale et économique, on est dans un environnement qui favorise la rentrée dans l'entrepreneuriat des femmes. Oui, exactement. Et elle a confirmé dans ses propos, à savoir qu'objectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes entrepreneurs. Mais elle a dit aussi que c'est des entreprises de survie. Souvent parce que le mari, à un moment donné, délaisse la femme qui est obligée de prendre en charge toutes les dépenses domestiques, les dépenses liées à la maison, premièrement. Et deuxièmement, pendant qu'elle s'occupe de ses enfants, du foyer, de toutes ses responsabilités domestiques, elle est aussi obligée de gérer son petit lopin de terre, quelque part, derrière la maison, pour les femmes rurales, derrière la maison, à l'entrée de la maison au niveau urbain, des tables, etc. Et puis aussi dans les activités, comment ça s'appelle, d'artisanat. Ouais. D'artisanat et seconde, effectivement, les époux, les frères, etc. et travaillent dans ça. Donc, elles sont très, très occupées. Donc, elles ont le sens du travail, le sens de l'énergie, etc. Pourquoi il y a beaucoup d'opportunités? Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises qui se créent pratiquement dans ces domaines-là où évoluent les femmes. C'est-à-dire c'est l'artisanat, c'est le commerce, c'est l'agriculture. Et dans l'entrepreneuriat, disons l'artisanat, il y a au moins 120 corps de métier qui peuvent devenir de grandes entreprises. Si elles sont formées, si elles sont encadrées, si les femmes sont mentorées, coachées, effectivement, avec toute l'énergie qu'elles avaient l'habitude de dépenser, etc., et elles arriveront à monter à travers des activités quotidiennes, n'est-ce pas, qu'elles faisaient, et elles peuvent effectivement transformer ces activités en grande entreprise. Mais il faut, on l'a dit, une autonomie. Autonomie dans tous les sens du terme. Parce qu'il faut une autonomie de décision. Malheureusement, dans nos sociétés, la femme ne décide pas de son avenir. La femme ne décide pas de ce qu'elle fait au quotidien. C'est le mari, avant c'était les parents, après c'est le mari qui décide à sa place. Donc il faut se battre contre son mari, peut-être à un certain âge, 45 ans, 50 ans. Là, elle devient de plus en plus autonome, ouais, par rapport à son mari. Donc il y a l'autonomie à ce niveau, mais il y a aussi l'autonomie financière. Tout à fait. Parce que quand la femme ramène de l'argent à la maison, elle ne peut pas réinvestir dans son activité. Pourquoi? Parce que l'argent appartient au mari, qui a des problèmes quelque part avec la co-épouse, avec une autre personnalité, une autre personne quelque part. Bon, il pioche dans l'argent de sa femme qui est son argent. Donc il n'y a pas d'autonomie. Donc la femme, elle n'a pas accès au crédit, etc. Est-ce que vous pensez que, parce que c'est une réalité, encore une fois, vous nous parlez de nos réalités sociétales, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un changement qui est en train d'être opéré par rapport aux générations futures, par exemple nos générations à nous, par rapport à l'autonomisation des décisions? Oui, le changement est lent, mais c'est d'abord un changement de mentalité. Comment la femme est perçue. La femme est de moins en moins perçue comme l'objet servante de l'homme. Et je pense que c'est ça, c'est ce regard-là qu'il faut changer. Partager les responsabilités domestiques, comme ça se fait en Europe ou partout ailleurs. Parce que si on va attendre longtemps. Longtemps, c'est ça. Partager les tâches domestiques pendant que la femme s'occupe des linges ou des petits travaux au niveau, quelque part dans la maison. L'homme s'occupe d'autres travaux à l'intérieur. Par exemple, faire la cuisine, change les couches des enfants, etc. Ce n'est pas demain la veille. Mais ce qui est marrant, c'est que les hommes noirs dans la diaspora, ils le font. Ils le font. Parce que c'est la culture. L'influence d'autres sociétés. En revenant, il faut les observer. Vous les voyez complètement. Non, pas. Non, quand ils reviennent en Afrique, ils ne veulent plus. Parce qu'il y a le cousin, il y a le frère, il y a l'autre qui regarde. Donc, monsieur ne peut pas faire ça parce qu'on va dire oui, madame t'a marabouté. Oui, justement. Mais dès les premiers jours, on voit effectivement qu'ils s'empressent à aider les femmes, etc. Mais par habitude, mais ça ne dure pas. Mais ça ne dure pas parce qu'il y a la société. Non, il ne faut pas. Ou c'est sa mère qui va dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Exactement. Parce que ça, c'est des pesanteurs qui, si elles sont levées, vont permettre à ces femmes africaines
d'être de grandes entrepreneurs. Et ça, c'est indéniable parce qu'elles se fatiguent plus, elles se lèvent à 6 heures du matin, elles se couchent à minuit. Elles sont endurantes. Elles sont endurantes, elles sont persévérantes. Et elles sont dans des activités économiques. Parce que quand on cultive, on change, on est dans l'activité économique. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur juste un plan. Il ne faut pas catégoriser l'entrepreneuriat de la femme qu'aux régions, aux champs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes là-bas dont on ne parle pas. Mais n'oubliez pas qu'il y a des femmes médecins, qu'il y a des femmes qui ont leur clinique, vous voyez, et qui excellent. Il y a des femmes à la NASA, il y a des femmes, vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, il y a des femmes, on a plein d'exemples au Sénégal, qui ont créé de la parapharmacie, qui ont créé des laboratoires. J'ai une jeune dame qui s'est lancée dans les produits cosmétiques pour Napi. Quand j'ai vu ces emballages, je lui ai dit, c'est extraordinaire, tu peux que réussir. Vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, pour répondre à sa question, il y a un changement indéniable qui est en train de se faire. Comme le dit M. Ibrahima, il est lent, certes, mais il est en train de se faire. Parce que vous savez, du temps de nos mamans, vous pouvez vous marier, le monsieur s'occupe entièrement de vous, vous avez votre voiture. C'était d'anciens hommes, hein. Cette génération s'est révolue. Aujourd'hui, les hommes aussi ils sont fatigués, les charges ont augmenté, la vie est plus chère, c'est compliqué, donc ils ne peuvent plus s'occuper aussi bien d'une femme qui ne travaille pas. Oui. Bien que être femme au foyer ou femme à la maison, moi je trouve que c'est un job à temps plein. Parce que rien que gérer les domestiques, vous êtes épuisé. Mais le coût social, le coût de la vie fait que, je le dis souvent et je le répète, 2 salaires valent mieux qu'un. Bien sûr. Et symboliquement, parce que les hommes, ils sont tellement aussi cantonnés dans leur rôle, et particulièrement au Sénégal, ce que j'admire énormément, qu'ils ne te demandent rien. Mais la dame, elle pourrait dire, tiens, moi, je paye les bonnes, vu qu'elle s'occupe de la maison, ou je paye le téléphone. Et en moi, elle dit, franchement, j'ai pas de sous, hein, chérie, il va rigoler et régler. Mais pour ce principe symbolique, il vous laisse jobber parce qu'il sait qu'il y a au moins une petite charge qui est enlevée de la facture. Exactement. Et ça, je pense que les hommes aussi commencent par en prendre conscience. On a eu des cas dans des foyers, quand Air Afrique a fermé par exemple, où les hommes se sont retrouvés au chômage. Oui. Dieu merci que madame avait un job. Ouais. Donc, il faudrait qu'on puisse anticiper ça aussi, mais le changement, il est effectif. Ouais. Il est effectif, il est indéniable. Moi, je pense que le levier, ce qu'il faudrait vraiment, c'est redonner confiance aux femmes en elles-mêmes. Parce qu'à la limite, les hommes, ils nous disent rien. Eux, ils sont nés dans une société patriarcale. Ils font avec. Peut-être qu'il y a des hommes qui voudraient bien s'en débarrasser aussi. Oui, on sait pas. Il y en a. Mais il faudrait que les femmes prennent confiance en elles, qu'elles se disent pas, si moi je réussis, ma copine va dire que ma copine va dire ceci, ou se dire je ne peux pas. Le je ne peux pas n'existe pas. Quand on a la passion, on a la détermination. Vous allez tomber 10 000 fois, vous allez vous relever 11 000 fois. Tout à fait. Et vous allez assumer. Et c'est ça qui fait les success stories. En entreprise, faites de l'hyper bon job. Si votre patron ne reconnaît pas de votre valeur, quelqu'un viendra vous débaucher. Exactement. Ou vous irez créer votre société. Tout à fait. Donc, je pense que le travail qui est à faire, c'est de redonner confiance aux femmes et de dire, c'est pas parce qu'on est des femmes, on n'est pas des sous-femmes. Et personnellement, j'ai toujours été très amusée quand on dit l'homme est le sexe fort. Parce que, commencez par la petite fille avec son papa. Elle fait faire tout ce qu'elle veut à son papa. Et quand vous prenez un homme amoureux, c'est encore plus marrant. Ouais. Il fait des choses, vous dites, mais comment tu as pu détourner ça? Oui, mais c'est-à-dire, ma femme avait envie de... Je dis, mais finalement, c'est qui le sexe fort? C'est ça. Et l'homme avec sa mère aussi, c'est une autre histoire. Avec sa mère, exactement. Donc, finalement, les hommes aussi, ils sont un peu fatigués qu'on leur fasse porter tous nos problèmes en disant, oui, c'est parce que vraiment... Alors, pour finir mon propos, la petite anecdote, j'avais une amie qui était deuxième épouse d'un couple ami. Et elle me disait tout le temps, oui, je ne travaille pas parce que vraiment mon mari ne veut pas. Et chaque fois que le mari me croisait, moi, rentre, il dit, tu ne peux pas parler à ta copine qu'elle fasse comme toi. Un jour, je me suis dit, lequel des deux se fout de moi? En fait, c'est ça. C'est incroyable. La communication, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ouais. Mais oui. Eh bien, écoutez, pour votre message de la fin, Monsieur Ibrahima, vous adressant aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux plus âgés, par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat et marché du travail, ce serait lequel? Oui, ce serait de savoir que tout ce qui a été un frein à leur épanouissement en entreprise, pour travailler comme médecin, comme fonctionnaire, etc., tout cela trouve
une solution pertinente dans l'entrepreneuriat. Oui, parce que l'entrepreneuriat rend la femme plus autonome en termes de maternité, la gestion du temps, etc. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on est autonome. On ne dépend ni de patrons, ni d'autres acteurs qui jouent un rôle d'ascendance sur la femme. Et l'entrepreneuriat, c'est la solution parce que il permet l'entrepreneuriat à la femme de s'enrichir, de valoriser ses activités très très rapidement. Parce qu'avec un salaire qui stagne, etc., et la vie qui devient de plus en plus chère, elles vont continuer à être esclaves si elles ont un travail salarié ou si elles n'ont pas de travail du tout. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement une porte, c'est la porte de la femme. Et, elles ont aussi tellement de qualités, de compétences qu'elles exercent au quotidien. Il suffit juste de les matcher avec l'entrepreneuriat pour effectivement qu'elles réussissent très très rapidement. Et aussi, c'est la solution pour la société parce qu'il y a plus de 50% des forces vives, des acteurs qui sont laissés en rade, qu'on a laissés dans des stratégies de survie, comme elle a dit, l'entrepreneuriat de survie, des jobs de survie, etc., qui demandent énormément d'énergie et qui ne contribuent pas directement à l'essor, à l'éclatement de la suite. Donc, le fait de former, de canaliser les femmes, de les mentorer, de les encadrer, etc., progressivement, va libérer les femmes de beaucoup de charges, tout en assumant les charges domestiques, parce que dans l'entrepreneuriat, on peut appeler au téléphone, oui, etc., rester chez soi, etc. C'est très possible. Voilà, on se libère, on a de l'argent, etc. Donc, voilà, avec ça. Et puis, la société aussi va être gagnante, parce que c'est la productivité qui sera accrue, n'est-ce pas, etc., etc. Donc, aujourd'hui, la solution, aussi bien individuelle que collective, est dans l'entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est un beau message. Voilà. Madame Adjovi, des mots de la fin. Alors, pour le mot de la fin, je dirais à ces jeunes dames qui nous suivent de modéliser. Et pour se mettre en entrepreneuriat, il ne faut pas faire du suivisme. Il faut trouver quelque chose qui vous passionne. C'est ça. Trouver un domaine qui vous passionne énormément. Parce que si ce n'était pas la passion, je n'aurais pas tenu une maison de mode comme Emma Style pendant 16 ans et créé des produits dérivés. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous passionne, trouvez quelqu'un qui a réussi dans ce domaine, de préférence une femme. Apprenez son parcours, modélisez, allez à sa rencontre. Moi, personnellement, dans la mode, ça a été Colesso. Je l'ai rencontré par hasard et jusqu'à présent, c'est ma deuxième maman. Et une fois que vous avez cette dame, ne la lâchez pas. Ne demandez pas de l'argent à ceux à qui, ceux que vous modélisez. Demandez-leur de vous apprendre comment ils ont fait pour arriver là. Et battez-vous. Surtout. Merci beaucoup à vous, professeur Meng. Merci, Madame Emmanuelle Adjovi. C'était passionnant comme débat. Chers téléspectateurs, c'était votre émission Idées. Cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Alors nous vous donnons rendez-vous prochainement. Un grand merci à toute l'équipe.